Bonjour à toutes et à tous, il est 9 heures. Bienvenue dans cette 15e édition des Cafés de l'Histoire de la Société industrielle de Mulhouse. Et pour cette 15e édition, nous la consacrons à comprendre, expliquer l'histoire de l'Euro-Airport qui occupe une place très très importante dans l'écosystème du Rhin supérieur aujourd'hui. Alors pour ce faire, nous avons, Luc Gaillet et moi, que je me réjouis d'accueillir dans les Cafés de l'Histoire, vous présenter l'histoire de l'aéroport, et on va dérouler les choses en deux temps, en quelque sorte. Je vais d'abord remonter, faire la genèse de l'aéroport, et puis dans un deuxième temps, Luc, lui, va va vous expliquer la période contemporaine. Alors, cet aéroport, il naît en fait d'un projet franco-suisse au cœur d'un puissant bassin industriel au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci dit, pour bien comprendre l'histoire de l'infrastructure, il faut remonter un petit peu plus en amont, au début du XXe siècle, moment où naît à la fois l'aviation en tant que technique, et on a notamment à Mulhouse une entreprise comme Aviatik, qui construit des aéroplanes qui décollent d'Absheim dès 1910, mais parallèlement, on a du côté suisse, du côté bâlois, dès 1920, l'inauguration d'un terrain d'aviation à Birsfelden, le terrain du Sternenfeld, dont vous avez ici des photos, et vous voyez notamment à droite la construction d'hangars de maintenance, on est en 1924, qui seront ensuite démontés puis réinstallés sur le site de Blotzheim. Alors, cette inauguration a lieu le 12 septembre 1920, et assez rapidement, l'activité va se développer avec des liaisons postales, puis des liaisons de passagers vers l'Allemagne, et puis dès 1923, grâce à la compagnie britannique Imperial Airways, des liaisons avec Londres. Et en gros, à la fin des années 20, on a cette compagnie cette compagnie internationale qui desservent Bâle en 1926. Et on peut signaler au passage le rôle du directeur de la place, qui s'appelle Charles Kopke, qui a également un rôle après la Deuxième Guerre mondiale pour la genèse de l'aéroport de Mulhouse-Bâle. Alors, le problème de ce premier site du Sternenfeld, c'est que les contraintes géographiques interdisent l'agrandissement de l'infrastructure, et c'est dommage parce que le terrain d'aviation est alors le deuxième aéroport de Suisse, il est en plein développement, et la topographie contraint un petit peu les choses. Et c'est pour ça que dès les années 30, dès le début des années 30, des discussions vont s'engager autour d'un projet d'aéroport qui serait un projet franco-suisse, à partir de 1936-37. Plusieurs emplacements sont étudiés, et il y a des échanges réguliers en 37-38 entre Charles Kopke et les autorités bâloises d'une part, et le ministère des Transports français et l'inspection générale des bases aériennes française. Et c'est pour ça qu'en 1939, une réunion a lieu à Paris entre Français et Suisses. Un projet d'accord est sur la table pour un aéroport qui aura une emprise importante sur le sol alsacien. Et on parle pour la première fois, sans préciser les choses, d'un statut qui serait un statut binational. Alors le problème, c'est que la guerre arrive. Tout est en stand-by, et il faut attendre le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour voir se concrétiser en quelque sorte ce projet. Alors les contacts reprennent dès 1945, simplement, alors entre-temps, les caractéristiques du transport aérien ont un petit peu changé, les avions sont de plus grande taille, il faut prévoir une infrastructure qui est un peu différente, et finalement, le choix du site se fait sur un triangle, Blotzheim, Ézingue, Saint-Louis, pour des raisons à la fois topographiques, c'est plat. Il y a la question des vents également qui a son importance. Et puis surtout, on a des superficies disponibles qui sont très importantes. Et tout ça donne naissance à un site de 243 hectares, avec à terme un projet qui serait un projet de 2 pistes bétonnées, respectivement de 1600 mètres et de 2000 mètres. Alors en attendant la construction de ces pistes, un terrain provisoire voit le jour, comme vous pouvez le voir sur les photos. Les travaux démarrent en mars 1946 avec la construction d'une piste métallique
Vous voyez les personnalités présentes. Alors, il y a des Mulhousiens, des Suisses. Ce terrain provisoire est inauguré le 8 mai. Vous avez la photo du milieu, Jules Mock, qui est le grand monsieur avec son chapeau à la main, au milieu de la photo. Et d'autre part, le conseiller fédéral Enrico Celio, qui, lui, est à la droite de l'image. Alors, une convention binationale voit le jour pour préciser les choses. En l'occurrence, c'est un établissement public franco-suisse qui voit le jour, qui est chargé d'assurer pour le compte des deux gouvernements la construction et l'exploitation de l'aéroport. Alors, il est entendu que d'un côté, les Français mettent à disposition les terrains, que d'autre part, les Suisses vont financer les dépenses de ce qu'on appelle le premier établissement, et cette convention fixe également les règles de gouvernance, qui sera à la fois paritaire et binationale, puisque sur le conseil d'administration de 16 membres, 8 membres sont français, 8 membres sont suisses, et il est précisé que le président et le directeur doivent être de nationalités différentes. En l'occurrence, la présidence revient aux Français et la direction revient aux Suisses. Et vous avez en bas à droite de la photo la signature de cette convention entre l'ambassadeur de France à Berne de l'époque, qui s'appelle Henri Opnaud, d'une part, et le conseiller fédéral Petit-Pierre. On est là à Berne en juillet 1949. Alors, assez rapidement, cet aéroport va se développer. En 1947, on enregistre déjà 32 000 passagers pour en gros 100 tonnes de fret. Alors, la fin des années 40 est un petit peu moins faible parce qu'entre-temps, l'aéroport de Zurich-Kloten voit le jour, se développe et, si je puis dire, capte un petit peu de clientèle pour de l'aéroport de Mulhouse-Bâle. Néanmoins, à partir de 52-53, 52, c'est l'inauguration de la route douanière de 5 km entre Bâle et l'aéroport, puis ensuite l'installation d'installations de radionavigation qui permettent des atterrissages à visibilité réduite. Tout ça contribue à un premier envol, pardon de l'expression, de la plateforme à partir de 1953. Vous voyez, 52, 27 000 passagers, 53, 77 000 passagers. On a nettement franchi un cap et ce trafic passager ne va cesser d'augmenter au fur et à mesure également que la piste qui était initialement d'une distance de 2000 mètres, est portée progressivement en 54 à 2370 mètres, et on a affaire à une piste de 24 cm de béton coulé sur un soubassement en gravier dense. Il faut s'imaginer les travaux pharaoniques dans cette plaine au milieu des années 50. On a donc un trafic aussi bien passager que fret qui augmente constamment, qui nécessite plusieurs projets d'agrandissement. Alors, un premier projet est malheureusement rejeté par les électeurs suisses en 1960. Une seconde version moins ambitieuse est finalement acceptée et nous permet d'entrer dans une deuxième étape de l'histoire de cet aéroport, qui est en gros celle qui démarre au début des années 60 pour aller jusqu'aux années 1990. Alors, en 1966, on fête le 20e anniversaire de la plateforme et en même temps, on pose la première pierre de cette nouvelle aérogare qu'on a dimensionnée à une capacité d'1 million de passagers par an. Alors, il faut savoir que fin des années 60, le trafic passager représente en gros 630 000 passagers par an. Ça représente 85% de l'activité globale de l'aéroport, contre 13% pour le fret et 2% pour l'activité postale. Cette augmentation importante est due à la disparition progressive de l'évasion du trafic vers d'autres aéroports, et puis il y a un attrait grandissant sur l'arrière-pays qui va du pays de Montbéliard jusqu'au nord de l'Alsace côté français et évidemment toute la partie suisse, voire l'Allemagne d'autre part. Alors à partir de 1968, c'est Jacques-Henri Gros qui succède à Jean Dollfus à la tête du conseil d'administration, et c'est lui qui va mener à bien le chantier, un nouveau chantier, encore un, de prolongement de la piste principale qu'on a essayé de faire passer à 3900 mètres pour accueillir des avions de plus en plus de taille de plus en plus grosse. Alors, l'affaire n'est pas forcément très aisée, puisqu'il y a à la fois, d'un côté, des pressions des écologistes alsaciens et bâlois contre cette nouvel achat de terrain agricole côté français. Il y a également les électeurs bâlois qui, une fois de plus, refusent le projet, mais finissent par y consentir en 1976, puisqu'il faut évidemment qu'ils débloquent 50 millions de francs suisses nécessaires à la poursuite des travaux. Et tout ça est mis en service décembre 78, en avril 79. Au passage, j'ai oublié de mentionner que la nouvelle aérogare
comme vous le voyez sur les photos, est inaugurée, elle, en juin 1970, en présence du président Pompidou, que vous voyez sur la photo, et d'autre part du conseiller fédéral Thudy. Et Jacques-Henri Gros a mobilisé ses réseaux pour faire venir à Mulhouse, justement, le président Pompidou. Développement du trafic passager, mais également développement important pendant cette période de tout ce qui est activité portuaire et infrastructure de fret. Avec plusieurs éléments qu'on peut mentionner, hein. Par exemple, les hangars à Grexo-Lieblich qui sont agrandis et qui vont être progressivement mis à la disposition de Crossair. L'arrivée de Jet Aviation, l'entreprise a été fondée, hein, vous le savez, à la fin des années 60 par Karl Ishman, et elle va venir s'installer d'abord dans les anciens hangars de Glaubert, et à partir de 1977, dans la mesure où elle ajoute l'aménagement intérieur des avions à l'activité de maintenance, elle va occuper de nouvelles installations, de nouveaux hangars. La surface dédiée au fret, elle, est doublée à la fin des années 70, puisqu'on parle de 4 000 à 9 000 m². Et il y a même plusieurs projets, alors qui vont avorter, d'implantation d'hôtels au début des années 80, puisque c'est tout un système qui voit le jour. Et on n'a pas résisté au plaisir de vous mettre la photo de ce bel oiseau qui était le Concorde, stationnant devant le terminal en 1986, alors que l'aéroport fête ses 40 ans. 86, 84, hein, c'est la période à laquelle la plateforme, pour la première fois, atteint le million de passagers. Et quelques mois plus tard, en 1987, l'aéroport prend officiellement le nom d'Euro Airport Basel-Mulhouse Freiburg. Et je vais maintenant céder la parole à Luc pour la suite des opérations, si je puis dire. Merci Régis. Bon, c'est un grand plaisir de vous retrouver, chers amis, et aussi d'être, comme mon prédécesseur Jacques-Henri Gros, à la fois, pas tout à fait en même temps pour lui, mais président de la CIM et président de l'aéroport. Ce sont des enjeux tous les deux importants pour notre territoire. Je me permets juste d'apporter une toute petite modification, mon cher Gis. Les statuts ne disent pas que le président est français et que le directeur est suisse. Ils disent que le président est d'une nationalité, le directeur de l'autre, le vice-président de l'autre nationalité que le président, et il y a un directeur général adjoint qui est à côté du directeur, qui est de la nationalité du président. Simplement, pour changer depuis un président suisse, il faudrait virer simultanément le directeur général et le directeur général adjoint quittent leurs fonctions, et que Français et Suisses souhaitent que l'on change le système, sinon le système est un peu bloqué effectivement sur une présidence française. Ça, c'est strictement de l'organisation. Alors, cette période 90 jusqu'à aujourd'hui, en la regardant avec un peu de recul, on s'est dit avec Régis qu'il fallait la couper en deux. Il y a eu une success story quasiment ininterrompue, avec quelques à-coups, on le verra dans un instant, de 90 à 2019. Et puis en 2019, il y a un début de réinvention d'un nouveau modèle. On n'est pas au bout de cette réinvention. Je vais en donner quelques pistes dans la partie 4. Donc, dans cette partie 3, tout d'abord, c'est de donner la situation aujourd'hui géographique. Donc, l'Euro-Airport, c'est la marque commerciale. L'aéroport de Bâle-Mulhouse, c'est le nom officiel de l'aéroport. Donc, on joue entre les deux. C'est Philippe Lesage, qui est aussi un grand mulhousien décédé tout récemment, qui avait été à l'initiative de la création de cette marque et aussi de l'intégration des Allemands dans la gouvernance. Et on voit ce territoire qui comprend le nord-ouest de la Suisse avec 480 000 habitants, un territoire dans lequel nous avons regroupé Saint-Louis Agglomération et M2A, et du côté allemand, le Landkreis de l'Eurach. On arrive à une agglomération de l'ordre de 1 100 000 habitants, dans laquelle il me paraît très important que nous voyions comment nous pouvons, dans les prochaines années, resserrer les liens entre ces habitants extrêmement proches. Sur le plan commercial, pour l'aéroport, ça nous donne une zone de chalandise qui est extrêmement dense. Et à l'éternelle question de nos amis strasbourgeois, mais pourquoi donc le principal aéroport d'Alsace est-il près de Mulhouse? Il suffit de regarder la géographie humaine, et on constate évidemment qu'on a une zone de chalandise qui est beaucoup plus dense que celle de Strasbourg, qui est bien dense côté français et un peu moins sur la partie est. Cette zone de chalandise alors explique, et c'est quand même un point qui me paraît important dans l'évolution des choses, nous sommes le 3e aéroport
nationales suisses. Bon, ça c'est normal. Le premier, c'est évidemment Zurich, le deuxième Genève et le troisième est Bâle. Du côté français, on met à part un petit peu Paris, entre Roissy et Orly, qui sont évidemment bien en tête, puis ce qu'on appelle les grands aéroports régionaux, qui sont 6 aéroports. Nous étions le 4e et nous sommes passés l'an dernier 3e devant Toulouse. Pardon, nous étions 5e, nous sommes passés 4e, grands aéroports régionaux, après Nice, Lyon et Marseille. Donc, c'est quand même une position importante parmi les aéroports implantés en territoire français. Alors, au niveau des installations, c'est la slide suivante. Alors, on a fait une photo, on a retenu une photo qui montre les énormes travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet qui s'appelait Extension des installations terminales, qui a été mené à la fin des années 90, au début des années 2000, avec d'une part l'extension de l'aérogare autour du bâtiment historique, projet mené par un pilote avec maîtrise d'ouvrage mulhousienne aussi, le cabinet DRLW, et la création de la jetée en Y, qui était adaptée au projet de Crossair, dont certains d'entre vous se rappellent, avec des modules de 60-70 places de capacité des avions, et un système dans lequel l'aéroport de Bâle-Mulhouse était un hub pour des trajets européens, avec les avions qui décollaient tôt le matin, qui revenaient, qui repartaient, avec 3 ou 4 allers-retours par jour, et des correspondances dans le cadre de cette jetée en Y. Bon, malheureusement, vous savez que Crossair avait été racheté par Swissair au moment à peu près de la crise qui a suivi le 11 septembre 2001, qui a affecté très lourdement le trafic aérien. Swissair a disparu, Crossair a été emmené dans la mêlée, et le trafic s'est redéveloppé par d'autres activités low cost, développées en particulier sous la présidence de Maurice Amiel. Donc, nos installations, à l'époque, c'était un énorme projet avec 2 subventions, une de Bâle-Ville qui prend le relais de la Confédération dans la convention franco-suisse. Du côté français, c'est toujours l'État. Du côté suisse, c'est en tête la Confédération, mais pour un certain nombre de compétences, c'est le canton de Bâle-Ville. L'activité, globalement, on peut la distinguer en 3 domaines d'activité stratégique. Le premier, c'est les passagers, et c'est effectivement une porte ouverte sur le monde. Bon, on a cette position aujourd'hui, on va reparler de trafic. On voit les trafics. Alors malheureusement, je ne sais pas si vous nous voyez ou si vous voyez le graphique. Moi, j'ai le graphique avec nos visios de Régis et de moi devant, mais je pense que vous voyez les graphiques. Une croissance extrêmement importante, avec évidemment 2 creux sur la période 90-2019, qui sont d'une part les événements, la crise économique, la crise du transport aérien qui a suivi les événements du 11 septembre, et d'autre part la crise financière de 2008. Ça fait 2 petits creux dans une croissance, mais une croissance absolument continue pour les passagers sur toute cette période à laquelle la crise Covid a marqué un grand coup d'arrêt. On y vient dans un instant. Deuxième domaine d'activité stratégique, c'est le fret. Alors le fret, on est autour de 100 000 tonnes, on est plutôt à 120 aujourd'hui, 120 000 tonnes, distingue véritablement 2 activités très différentes. D'une part du fret général, et on est l'un des seuls aéroports régionaux qui a des avions qui partent avec du fret vers le Qatar, l'Amérique du Sud, la Russie, c'est aussi venu, la Corée, selon les périodes et selon les marchés que l'on arrive à capter, mais on est une véritable plateforme de fret général. Mais au-delà de ça, on est une plateforme de fret express, activité qui s'est énormément développée dans les 20 dernières années. Nous accueillons les 3 principaux expressistes mondiaux qui sont les groupes DHL, UPS et FedEx. Et nous avons en fait leur plateforme pour la grande majorité de la Suisse, puisqu'il n'y a pas de fret express à Zurich. Donc le fret express de 80% de la Suisse, 20% c'est Genève si vous regardez les géographies, sont traités depuis Bâle-Mulhouse. Troisième domaine d'activité stratégique, c'est ce qu'on appelle l'industrie. Donc, tout à l'heure, Régis vous a montré Jet Aviation, qui est l'industrie initiale. En 2008, il y a eu un spin-off de Jet Aviation, donc des cadres qui sont partis et qui ont créé AMAC. Et depuis, il y a quelques cadres d'AMAC, ex-Jet puis ex-AMAC, qui ont créé Nomad, dont vous voyez le panneau, c'est beaucoup plus petit, autour de l'aéroport. Aujourd'hui, cette industrie représente environ 2000 emplois. L'un de nos projets aujourd'hui est de développer cette activité industrielle dans les zones ouest de l'aéroport. Juste pour concordance de temps, nous partons cet après-midi à Bordeaux avec les élus de Saint-Louis Agglomération pour regarder comment le pôle industriel s'est développé autour de l'aéroport de Bordeaux.
Dernière période sur laquelle j'ai un petit peu insisté, c'est la période récente depuis 2019. Alors le graphique que vous avez sous les yeux, vous le connaissez tous, pas dans les détails bien évidemment, mais en termes de graphique, on voit cette croissance continue dans les 8 ans qui ont précédé la crise Covid, avec 9 100 000 passagers en 2019 et un effondrement en 2020, suivi d'un rebond qui a commencé en 2021, plus fort en 2022. Nous ne savons pas quand nous allons atteindre les chiffres de 2019, puisque ça dépend d'un tas de facteurs géopolitiques et économiques. Je pense que ça devrait être en 2026, entre 2026 et 2028, mais on ne retrouve en aucun cas, au-delà de ça, des perspectives avec des taux de croissance aussi importants, ce qui m'amène à dire qu'on est en 2019, c'est le virage d'une période de développement quantitatif vers un développement qualitatif. Et je vais développer ce terme de qualitatif dans un instant. Un point important, je reste à la slide précédente, excusez-moi. Nous sommes un établissement public, mais nous avons, et je dis nous, c'est pas moi, c'est l'aéroport qui a une culture de gestion extrêmement précise. Nous avons une excellente équipe sur le plan financier. Et ayant un petit peu de pratique du secteur public et du secteur privé, je dois dire que la gestion de l'aéroport s'apparente strictement à une gestion d'entreprise privée. Alors, c'est au-delà d'une bonne gestion, c'est un système qui sort des très beaux résultats. Nous venons de sortir les résultats 2022, nous faisons les meilleurs résultats de l'histoire de l'aéroport, compte tenu des baisses de coûts que nous avons fait pendant la période Covid, avec 150 millions de chiffre d'affaires. Donc, nous sommes une entreprise de taille intermédiaire, une ETI. Et avec 150 millions de chiffre d'affaires, nous avons sorti un EBITDA de 40 millions. Donc, de 60 millions, nous faisons 40% d'EBITDA. Alors, ce qui est assez normal dans notre métier, puisque notre métier est de construire et de gérer des infrastructures avec des amortissements qui sont absolument colossaux. Et de ce fait-là, beaucoup d'amortissements, mais pour être absorbé, sortir un résultat quand même positif à la sortie, il faut sortir un très très bon EBITDA, dont la grande majorité est utilisée pour le financement des investissements. Donc ça, c'est une petite parenthèse financière pour ceux qui sont plus particulièrement financiers parmi vous. Sur le fond, la stratégie d'aujourd'hui est une stratégie qui est orientée vers la qualité. Et dans la qualité, je contrôle mon timing, je mets 2 points importants, c'est l'environnement et la qualité de service. D'abord, la qualité de service. Notre qualité de service a été dégradée ces dernières années par une série de phénomènes. J'ai cité tout à l'heure la partie de l'aérogare qui a été conçue pour les modules Crossair, elle n'est pas adaptée. Je peux citer le développement de toutes les contraintes que nous avons eues pour des mesures de sécurité avec les points d'inspection filtrage qui effectivement compliquent les circuits dans l'aéroport, sans oublier que nous sommes le seul aéroport binational avec 2 accès français d'un côté, suisse de l'autre, et un doublement, donc une complexification des parcours. Donc nous sommes en train de travailler un projet qui s'appelle Évolution modulaire du terminal, dont les études avancent bien. Ce ne seront pas des travaux immédiats, vous imaginez qu'il y a quelques procédures dans le monde d'aujourd'hui avant de les lancer, mais qui auront pour but d'améliorer significativement la qualité de service pour les passagers. Entre-temps, on a une équipe qui travaille à une série d'améliorations ponctuelles qui vont être mises en œuvre progressivement. Et si vous avez de bonnes idées, faites-nous en part. On cherche vraiment à améliorer la qualité de service pour les passagers. Le deuxième volet qualitatif, c'est l'environnement. L'environnement, démarche de développement durable avec les 3 piliers. Bon, la slide qui est là est un peu restrictive par rapport à l'ambition que nous avons globalement en termes d'environnement. En termes d'environnement, nous traitons à peu près tous les sujets. Nous traitons les problèmes d'eau, ils ne sont pas extrêmement prégnants, mais on s'en occupe quand même beaucoup. On traite les problèmes de biodiversité, puisque nous avons une part très importante de notre emprise globale de 600 hectares qui est formée d'espaces verts qu'il faut entretenir pour toute une série de raisons, et nous les entretenons le plus possible avec des méthodes environnementalement friendly. Les 2 sujets les plus prégnants sont la réduction des nuisances sonores et les émissions de CO2. Sur la réduction des nuisances sonores, nous avons une série de mesures qui sont déjà en cours, en nous concentrant sur la période nocturne. Grosso modo, le bruit, c'est surtout gênant pour tout ce qui perturbe le sommeil. Alors, nous avions déjà historiquement un couvre-feu. Nous sommes l'un des 2 seuls aéroports français avec Orly qui a un couvre-feu de 0h à 5h du matin. Et nous avons
proposé à l'État qui l'a fait, de prendre un arrêté ministériel le 6 août 2021 pour interdire les départs programmés entre 23h et 24h. Alors, dans un premier temps, ça a été un peu lent de compréhension par les compagnies. Des amendes ont été mises en place, ont été prévues par l'arrêté, et cette mesure va produire un certain nombre d'effets importants, et on continue sur le sujet du bruit nocturne. En termes de CO2, on travaille à 3 échelles. On travaille à 3 échelles. C'est d'abord, c'est quoi le transport aérien demain? Le transport aérien demain, nous ne sommes pas leaders, mais il est impératif pour que le transport aérien ait une pérennité, que l'évolution une évolution significative des modes de propulsion se produise pour générer moins de CO2 dans la propulsion des avions. C'est la principale problématique. Vous aviez vu qu'au début de la crise Covid, Airbus avait avancé de 2050 à 2035 l'objectif de mise en service d'avions à hydrogène. Donc c'est quand même 2035, c'est demain. Et avant ça, il y aura des avions électriques pour des petits trajets, et il y aura les Sustainable Aviation Fuels, qui sont donc des carburants biosourcés par l'aviation. Ce sont des petites étapes. Moi, je ne peux pas prendre de pari technologique sur jusqu'où arriverons-nous sur ce premier point. La deuxième échelle qui est plus proche, c'est l'ensemble de la plateforme. Nous avons un gros plan d'aménagement sur l'ensemble de la plateforme qui intègre l'accessibilité terrestre, qui est un élément important de génération d'émissions de CO2 concernant la plateforme, avec le projet de nouvelle liaison ferroviaire que je ne traiterai pas parce que je déborderai mon emploi du temps et mon timing. Et la dernière échelle est celle de l'aéroport lui-même, de l'établissement public, sur lequel nous serons zéro émission nette sur l'établissement public en 2030, grâce à notre alimentation en énergie par le réseau de chaleur biomasse de la ville de Saint-Louis et des achats d'électricité verte. Je voudrais juste conclure en disant que l'aéroport est l'un des laboratoires de coopération franco-suisse et que c'est un enjeu quotidien que de déployer cette coopération franco-suisse. Je le constate autour de moi, ce n'est pas naturel de mener cette coopération au niveau du Rhin supérieur, et je pense que nous devrions, nous tous, comme la CIM l'avait fait il y a 50 ans à l'initiative de Jacques-Henri Gros, 60 ans, pardon, relancer une initiative, pas la CIM toute seule, de coopération entre Bâle et Mulhouse, comme l'avait été la Réunion du Rhin. Merci Voilà. beaucoup, Luc, pour toutes ces précisions. Alors, j'invite nos amis à poser évidemment beaucoup de questions. De mon côté, j'en avais une que je souhaitais te poser qui concerne justement la question de l'accessibilité et la question de la structure ferroviaire. Quand on regarde les archives, quand on regarde les publications, on voit que c'est un projet qui est sur les rails, pardon l'expression, depuis la fin des années 70 et déjà au début des années 80, le comité régional tripartite d'un côté, le conseil d'administration de l'aéroport souligne l'urgence de créer cette infrastructure. Comment on explique que ça a duré aussi longtemps? Alors, je pense qu'on fera un café de l'histoire pour expliquer pourquoi les projets d'infrastructure sont beaucoup plus lents aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Ça, je suis prêt à le faire parce que c'était mon premier métier. Et si je compare les délais qu'on a aujourd'hui avec ceux que nous avions sur le prolongement de piste dont j'avais été maître d'œuvre entre 77 et 79, c'est assez abasourdissant la façon dont les systèmes sont devenus lents en termes de production d'infrastructures. Alors, il y a le respect de l'environnement qui est absolument majeur, et je suis 100% d'accord, mais on le faisait déjà partiellement à l'époque. Le système global est beaucoup trop lent. Bon, la deuxième raison, c'est que on a mis pas mal de temps à intégrer le fait qu'une infrastructure ferroviaire, c'est d'abord beaucoup d'investissements, mais ensuite c'est comment on exploite. Et l'idée qui avait été développée à la fin des années 2000, début des années 2010, d'intégrer cette liaison ferroviaire comme un élément du TER 200 Strasbourg-Bâle était une idée géniale parce que ça permet d'avoir une bonne fréquence. Une infrastructure sans bonne fréquence, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, en utilisant une liaison principale existante, on ne crée pas de déficit supplémentaire parce que le transport collectif terrestre est quasiment toujours déficitaire structurellement, c'est pour ça qu'on le subventionne. Donc, on avait fait un virage majeur. Bon, entre-temps, je peux faire, comme je l'ai dit, une séquence spéciale, c'est très, 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 très long. Voilà. Merci beaucoup. Et une deuxième question de René Tessier. Quelle est l'évolution de la part tourisme, affaires
du côté passager et y a-t-il eu un impact Covid à ce niveau-là? L'évolution, nous, on prend trois segments de marché. D'une part, business. Deuxièmement, visite family and relative, c'est-à-dire visiter la famille et les amis. Et troisièmement, loisir tourisme. Bon, les deux segments hors business sont en forte croissance relativement au segment business. Le segment business, c'était la cible majoritaire. Tu as rappelé que l'origine du projet binational, c'était de soutenir le développement industriel de Bâle et de Belfort-Mulhouse-Montbéliard. De fait, surtout avec la montée des low cost, le trafic, les deux autres segments de trafic, VFR et loisirs tourisme, représentent aujourd'hui plus de 80% du trafic de l'aéroport. Ceux qui pratiquent l'aéroport le voient bien. On fait du business. Je vais à Bordeaux tout à l'heure en costard, mais je serai dans EasyJet comme tout le monde et c'est normal. On n'est plus tellement différenciés. Je mets un costard pour mes visiteurs, encore. Deuxièmement, après Covid, je n'ai pas de chiffres détaillés. Il est évident que la visio a un effet majeur sur les déplacements professionnels, puisqu'on se rend compte qu'on peut gagner beaucoup de temps et aussi évidemment des coûts de déplacement. Mais ce n'est pas à l'échelle de la tendance de fond qu'on connaît, surtout depuis le début des années 2000 avec la montée en régime des low cost. Merci beaucoup. Une question d'Emmanuel Estevez. Nous avons bien compris, je cite, l'implication financière de la Suisse et de la France, mais quelle est l'implication financière de l'Allemagne sur les futurs projets? Alors, l'implication des subventions, contrairement à d'autres aéroports proches, elle est nulle depuis l'extension de l'aérogare. Donc l'aéroport, les règles européennes sont qu'à partir de 5 millions de passagers, les aéroports ne peuvent pas recevoir des subventions. Donc même dans la période Covid, nous avons certes eu les aides au chômage partiel, comme l'ont eu toutes les entreprises, ce qui a quand même un petit peu aidé la période, l'année 2020 et l'année 2021, mais nous n'avons absolument aucune aide, donc je tiens à le préciser. Deuxièmement, les Allemands ne sont pas présents directement dans la gouvernance, et je vais peut-être être politiquement incorrect en disant que c'est déjà assez complexe d'être à deux, mais à deux, à 50-50, moi je l'ai dans des sociétés, plusieurs des sociétés dont je m'occupe, je suis à 50-50, ce qui est évidemment contraire à toutes les bonnes règles de management, tous les principes de management, parce que ça ne permet soi-disant pas la décision rapide, mais pour les travaux de temps long, ça oblige les deux associés à trouver des terrains d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne à l'aéroport. Si nous devions être trois dans la gouvernance, il n'y a pas photo, on aurait forcément, je ne dis pas qui avec qui, mais des jeux à 2 contre 1, et ce serait moins performant. Donc le sujet de l'arrivée des Allemands plus dans la gouvernance n'est pas là. Par contre, les Allemands sont appelés à financer le raccordement, à participer au financement du raccordement ferroviaire quand il s'agit de projets trinationaux. Merci beaucoup. Une dernière question d'Arsi Mala, une question plutôt prospective, donc ça tombe bien pour terminer ce café de l'histoire. Je cite, nous voyons que l'intelligence artificielle est devenue une vraie révolution. À votre avis, quelle sera la prochaine vraie révolution du transport aérien, y compris le transport de passagers? Merci, il précise, merci pour la qualité de la présentation, toujours très intéressante. J'en profite pour remercier à mon tour. À toi, Luc. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous écouter. Bon, d'abord, moi, je ne pense pas qu'il y ait une révolution globale des systèmes de transport. Nous regardons ce que Hyperloop, par exemple, pourrait faire demain, mais créer un nouveau système de transport avec de nouvelles infrastructures ex nihilo, c'est extrêmement lourd. Donc, je pense qu'on va rester dans des améliorations de performance sur chacun de nos grands modes de transport, qui sont pour les passagers la route, la voie ferrée et l'air. Alors, dans le transport aérien, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va arriver à réaliser en termes de changement de mode de propulsion? Parce que le transport aérien a quand même un mérite par rapport au transport terrestre, c'est qu'il ne nécessite pas d'infrastructure intermédiaire entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. On aimerait évidemment tous avoir un superbe réseau de LGV au niveau français et avec certains des participants à la conférence, j'ai participé au lobbying en faveur de la LGV Rhône à l'époque, qui est un énorme atout pour Mulhouse, et nous avons essayé
derrière ça, de prolonger un petit peu le Rhin-Rhône, enfin de compléter le Rhin-Rhône, en particulier par la branche qui nous manque essentiellement, qui n'est pas celle entre Belfort et Mulhouse, qui est d'un intérêt relativement limité, mais qui eût été le lien entre l'est de Dijon et la ligne Lyon-Paris. Bon, ce sont des projets qui n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas de rentabilité. Donc, le réseau TGV, on va encore nous faire Bordeaux-Toulouse incontestablement et quelques autres projets, mais on n'arrivera pas plus loin parce que ça coûte extrêmement cher, le réseau TGV. Par contre, sur des liaisons point à point, comme nous le visons, nous, avec un réseau, j'ai oublié de le dire, essentiellement Europe et Méditerranée, puisque nous sommes très proches d'un certain nombre de hubs, donc nous n'avons pas beaucoup de chance, sauf ponctuellement, de pouvoir créer de façon rentable des liaisons qu'on aimerait bien avec New York, Boston, Shanghai et Singapour, mais ça, c'est pas nous qui décidons, c'est les compagnies. Nous visons, nous, par contre, à étendre notre réseau au niveau Europe et Méditerranée, avec des liaisons un peu transversales sur lesquelles le train n'est pas forcément une alternative. Moi, je pense que le train de nuit sera quelque chose d'intéressant pour certains types de déplacements, mais je pense qu'on aura durablement du transport aérien. Mais je laisse la question technologique, je ne suis pas prospectiviste, j'observe, j'essaye de comprendre, et je pense qu'il faut qu'on ait tous le regard dessus, quels seront les potentiels véritables demain des changements de motorisation. Merci beaucoup. Alors peut-être un complément, quid des avions électriques sur des petits trajets? La grosse question, elle est technologique, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on a atteint un seuil définitif, plancher de poids des batteries, du poids des batteries par rapport à l'énergie stockée, parce que l'hydrogène, c'est un stockage, hein, on est bien d'accord. L'hydrogène, c'est pas une énergie primaire, c'est un mode de stockage de l'énergie. On arrive à stocker la même énergie dans beaucoup moins de tonnes avec de l'hydrogène qu'avec des batteries aujourd'hui. La grosse question, c'est jusqu'où pourront aller les batteries. On voit qu'on sait faire des choses avec des avions, des petits avions, on va arriver à faire des avions taxis, mais je ne sais jusqu'où ça fait partie des questions technologiques. Les questions technologiques, c'est l'hydrogène, l'électricité et les SAF. Merci beaucoup. Bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Je remercie très chaleureusement Luc Gaillet qui a pris sur son temps précieux voilà, pour être avec nous ce matin. Je lui souhaite un bon voyage à Bordeaux et on se retrouve pour la 16e édition du Café de l'Histoire très prochainement. Merci à tous. Je Bonne remercie journée. quand même, j'en profite. Alors là, je peux faire une conclusion, la conclusion en tant que président. Moi, je remercie Régis pour son engagement. Ces cafés de l'histoire, c'est un format remarquable. En peu de temps, on dit l'essentiel et on vous permet de passer. On ne perturbe pas l'ensemble de vos journées de travail. On vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir.